pièces d'identité et non le contrôle des véhicules, surtout en cette situation d'insécurité dans laquelle nous nous trouvons. Alors, quelles sont les mesures que vous prenez face à cela? Merci. Nous prenons beaucoup de mesures, d'abord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre l'infiltration dans nos différentes agglomérations. Et je puisse vous dire que, bon, ça c'est des perceptions aussi qui peuvent être comprises d'une part ou d'une autre. Je peux dire aujourd'hui que les forces de sécurité, que ce soit au niveau de nos postes de contrôle, de nos postes de sécurité, ont reçu les consignes fermes, non seulement de contrôler l'identité des usagers des véhicules, de contrôler les documents de voyage, mais de contrôler surtout le contenu des véhicules. Et tout genre de véhicules, et même encore les engins à 2 ou à 3 roues, notamment les motos ou les tricycles. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des infiltrations qui se font, le trafic d'armes, de stupéfiants, un peu de tout, se font à travers ces différents modes de mobilité. Peut-être à certains endroits, ça c'est une perception qui est là, mais je puisse vous rassurer que les chefs des forces de sécurité, les directeurs, les différents chefs d'état-major, à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les niveaux de différents échelons de commandement, sont informés et régulièrement, nous reprenons ces consignes, nous faisons les rappels de consignes pour dire attention, soyez très très rigoureux dans le domaine, bien sûr, du contrôle des pièces d'identité, parce qu'il faut d'abord identifier qui est dans le véhicule, ensuite contrôler les documents du véhicule, mais surtout passer à la fouille. Notamment quand on regarde les véhicules qui transportent le bétail, les véhicules qui transportent le charbon. On a eu souvent des infiltrations à travers des véhicules de transport de charbon. Bien vrai que ça aussi à un certain niveau, nous avons des remontées d'informations pour nous dire non, nous faisons des longues files d'attente au niveau des postes de contrôle. Vraiment, je demande l'indulgence de notre population. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas faire une fouille minutieuse des véhicules, lutter contre le terrorisme et ne pas vouloir vraiment avoir un temps d'attente peut-être supplémentaire. Ça va leur demander ça. Mais aujourd'hui, pour eux, leur sécurité, pour nous, notre sécurité, pour la sécurité de tous nos compatriotes, il faut vraiment se soumettre à ces fouilles et à tous les niveaux. D'accord. Monsieur le ministre, il y a un véritable engouement de la jeunesse à intégrer aujourd'hui la police et la protection civile. On va parler de transparence à ce niveau. La question principale est celle de transparence, comme je l'ai dit. On peut être admis au concours de la police sans avoir de relations, sans avoir de parents bien placés? Oui, je peux répondre avec affirmation qu'on a mis en place un mécanisme dans ce sens, un mécanisme de vérification. Je puis vous dire que depuis quelque temps, aujourd'hui, nous avons décentralisé les recrutements. Avant, tout le monde venait déposer son dossier à Bamako. Les dossiers sont traités à Bamako et toute la procédure est faite à Bamako. Ce n'est plus le cas depuis un certain temps. Ceux qui sont à Mopti déposent, les candidats de Mopti déposent leur dossier à Mopti. Toute la procédure se fait à Mopti jusqu'à la proclamation des derniers résultats, autrement dit du résultat final. Le district de Bamako a son quota, tout comme toutes les autres régions. Les 19 régions plus le district de Bamako. Donc dans toutes les régions, le processus se fait et les résultats, jusqu'aux résultats définitifs, sont faits au niveau des responsables régionaux et remontés à Bamako. Ça, c'est un premier pion de vérification de transparence. Le deuxième, à chaque fois qu'on a des informations sur une procédure mal faite, nous envoyons nos missions d'inspection. Nous avions eu à reprendre des listes de certaines régions à cause de ça et même sanctionner. Et pour vous dire que nous mettons vraiment beaucoup un accent sur cela, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des relations, il ne s'agit pas d'être proche de X ou Y pour intégrer la police. On a besoin aujourd'hui des hommes ou des femmes capables de défendre ce pays. Et donc, nous n'allons pas passer par des affinités pour recruter des gens qui peuvent après nous créer des problèmes. C'était 700 nouvelles recrues. Récemment, 1500 sont en formation. La dynamique va se poursuivre. Il y aura d'autres recrutements? Oui, la dynamique va se suivre aujourd'hui avec le maillage sécuritaire de tout notre territoire. Nous avons besoin des ressources humaines, en plus bien sûr de l'équipement. Et ça, c'est cette volonté affichée du président de la transition, chef suprême des armées, de faire en sorte que tout notre territoire puisse être sécurisé. Partout où un Malien se trouve, il doit se sentir en sécurité. Et cela ne peut pas aller sans un déploiement rationnel. Vous l'avez si bien dit, nous avons fait sortir 700 qui sont déjà déployés dans les différentes unités opérationnelles, 600 gardiens de paix et 100 de la protection civile. Aujourd'hui, nous avons 1500, dont 1000
au compte de la police et 500 au compte de la protection civile qui sont en formation. Donc cette montée en puissance en termes d'effectifs va se poursuivre. Le Premier ministre chef du gouvernement l'a dit devant le CNT lors du programme d'action gouvernemental. Il a annoncé vraiment des effectifs quand même très très considérables à recruter au compte des forces armées et de sécurité. C'est une dynamique qui va se poursuivre parce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ressources humaines, en plus bien sûr du matériel et tout ce qu'il faut, les infrastructures pour pouvoir défendre notre pays. Personne ne viendra défendre notre pays à notre place. Les jeunes peuvent espérer. Les jeunes peuvent espérer. Et je puisse aussi vous dire que nous avons eu à prendre certaines mesures dans le processus de recrutement. Avant, on n'avait pas ce principe de faire le narcotest. Vous savez, on a constaté après qu'il y avait, après le recrutement, qu'il y avait beaucoup de jeunes qu'on recrutait après la formation. Quand ils se retrouvent dans la production, on voit que c'est des gens qui consomment des stupéfiants, des drogués et tout ça. Et aujourd'hui, c'est contre-productif. Et depuis un certain temps, notamment les derniers recrutements au niveau des forces armées et au niveau de la sécurité sur instruction du chef suprême des armées, nous avions introduit depuis dans le processus de recrutement le narcotest qui nous permet déjà depuis au départ de voir si ce jeune est un consommateur de stupéfiants. Et malheureusement, beaucoup ont été recalés parce qu'ils ont été testés positifs. C'est encore le lieu ici pour nous de faire passer un message à la jeunesse pour dire que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et la drogue, les stupéfiants ne peuvent rien contribuer, ne peuvent rien apporter pour la santé, le devenir, l'avenir d'un jeune. Donc nous les appelons vraiment à se départir de ça parce que ça nous permet de filtrer depuis au départ. Parce qu'avant, ce principe n'existait pas, le narcotexte n'existait pas. Donc on faisait toutes les visites médicales, mais on ne faisait pas ce narcotexte. Donc on recrute les jeunes, ils vont en formation, ils sont formés pendant 6 mois, traités, soignés, formés. Et après, on se rend compte que c'est des consommateurs de stupéfiants. Donc on doit prendre les procédures disciplinaires qui prennent du temps. Il faut prendre tout ça, les radier. Et quand on forme quelqu'un, après on le radie, bon, c'est un potentiel bandit qu'on peut quand même mettre dans la rue. Et donc il faut anticiper, c'est ce qui nous permet maintenant d'anticiper. Nous faisons en sorte de ne même pas les recruter et pour ne même pas arriver à la phase de radiation après formation. À propos de ces nouvelles recrues, on se rappelle, ils étaient 2000 qui avaient été recalés parce qu'ils ont été déclarés inaptes à cause de la drogue. Mais il y a certaines rumeurs qui circulent pour dire que les autorités ont réservé ces places pour leurs parents. Que répondez-vous, monsieur le ministre? Bon, je puisse vous dire que ça, c'est vraiment des rumeurs infondées. Quand ils sont recalés au même titre que ceux qui sont peut-être malades et autre chose. Et ce qu'on a pris, c'est des bons qu'on a pris, qu'on a envoyés. Sauf ceux qui rentrent dans le centre, qui par inaptitude ou, je ne sais pas, par faiblesse physique, se sont retirés, et ça, c'est quelques cas. Mais on ne les a pas enlevés pour mettre d'autres, c'est vraiment pas le cas. C'est des rumeurs souvent pour essayer de dénigrer le processus. Mais je puisse vous dire qu'ils ont été recalés suite à un test, et le test a été fait suivant des normes internationales. C'est des tests qui ont été faits suivant des normes internationales. C'est fait par les services de santé de nos armées. Donc c'est des tests fiables et ne peuvent pas dire le contraire. Donc ceux qui ont été recalés parce qu'ils ont été testés positifs au narcotest ne peuvent tout simplement pas aller dire dans leur famille que j'ai été testé positif à la drogue. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont refusé de faire le test. Il y a des jeunes qui sont venus, quand ils ont compris que c'est le test de la drogue, ils disent non, c'est bon, ils sont partis. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils seront testés positifs. Donc ceux qui retournent à la maison, qui ne peuvent pas aller ouvrir les yeux et dire à leurs parents que j'ai été recalé parce que j'ai été testé positif à la drogue, trouvera toujours quelque chose à dire. C'est juste ça. Oui. Des réformes, parlons-en, monsieur le ministre. Alors, quelles sont les grandes réformes, les réformes majeures faites au niveau de votre département? Les grandes réformes, entre autres, je parlerai de la militarisation de la police et de la protection civile qui a été faite en 2022 suivant la loi 037 du 27 octobre 2022 et qui nous a vraiment permis de mettre la police et la protection civile dans les mêmes dispositions en termes d'emploi, en termes d'exécution des missions que les forces armées et de sécurité. Et la relecture du statut général des militaires a permis d'intégrer la police et la protection civile et notre statut du 21 mars 2023 prend en compte aujourd'hui la police et la protection civile dans le statut général des militaires. Je puisse vous dire que c'est une réforme majeure.
Ça nous a permis vraiment de raffermir davantage la discipline, créer la cohésion au sein de ces différentes corporations, mais entre ces corporations aussi et les forces défensives et de sécurité. Aujourd'hui, le policier, le sapeur-pompier travaillent dans les mêmes zones d'opération, font les mêmes opérations que les militaires et ont les mêmes avantages en termes de traitement, conformément au statut et conformément à toutes les dispositions à la matière. Et aujourd'hui, je puisse vous le dire, un policier ou un sapeur décédé en opération a les mêmes avantages que le militaire décédé. Et poursuivant bien sûr ces réformes, toujours pour sa bonne mise en œuvre, nous avions eu à prendre d'importants textes, notamment des décrets, le décret 049, 050, 051 du 31 janvier tout près, et pour revoir l'organisation, les modalités de fonctionnement de la Direction générale de la police, la Direction générale de la protection civile et aussi même la Direction générale de la police technique et scientifique. Ces réformes visent à mettre la police, la Direction générale de la police et la Direction générale de la protection civile dans la même architecture. Aujourd'hui, la police, la protection civile, ils ont le même organigramme quasiment avec les états-majors et services des forces armées. Donc vous allez voir, le directeur général de la police aujourd'hui a un chef de cabinet, tout comme le chef d'état-major de l'armée et terre. Il a des conseillers, il a des assistants, il a des sous-directeurs. Et donc tout ça, c'est pour que nous soyons dans la même architecture. De deux, nous avons aussi revu dans ces différents décrets les modes de nomination. Aujourd'hui, à fonction égale, c'est les mêmes textes qui vous nomment. Je prends un exemple. Avant, à la police, un directeur régional est nommé par arrêté du ministre. Mais aujourd'hui, avec ce texte, un directeur régional de la police est nommé par décret du président. Donc c'est entre autres les grandes réformes que nous avions eu à faire. Nous avions à prendre aussi des dispositions pour uniformiser les grades. Nous travaillons pour l'uniformisation de beaucoup d'autres choses, notamment la tenue. Aujourd'hui, les policiers avancent, les policiers et les sapeurs avancent suivant les mêmes critères que les militaires, chose qui n'était pas le cas avant la militarisation. Et d'autres aspects aussi, encore, ils font les mêmes formations, ce qu'on appelle les formations classiques et les formations d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les policiers font le CIA, le certificat interarmes, ils font le BA1 comme l'armée. Je peux juste donner quelques exemples. Le certificat interarmes passé, il y avait 820 policiers, sous-officiers de la police, qui ont fait le certificat interarmes. Le brevet d'armes numéro 1, quasiment 500, 499. Le brevet d'armes numéro 2, 499. Le brevet d'armes spéciales, 100. Et à la protection civile, c'est pareil. Il y a aussi 300 et quelques sous-officiers de la protection civile qui ont fait le CIA. 40 pour le B1, 40 pour le BAD. Et au compte de la police, il y a une formation qu'on appelle la formation d'officier de police judiciaire. C'est une formation réservée uniquement aux gendarmes et aux policiers. Il y a 200 officiers de la police qui viennent de terminer cette formation. Poursuivant toujours dans le cadre des réformes, nous avons l'école d'état-major des forces de sécurité aujourd'hui, qui a sa deuxième promotion, qui a été créée dans le cadre de la militarisation de la police et de la protection civile, qui a sa deuxième promotion. La première promotion, il y avait 30 officiers de la gendarmerie, la garde, protection civile et la police. La deuxième promotion, en cours de formation, on a 34 officiers, dont 30 Maliens. Les 30 Maliens, il y a la police, la protection civile, la garde, la gendarmerie. Et il y a 4 étrangers. Quand je dis 4 étrangers, 4 qui viennent des pays de l'AES, de nos amis, donc 2 officiers burkinabés, 2 officiers nigériens. Et poursuivant toujours aussi dans le cadre de la mise en œuvre de cette militarisation, que je trouve formidable, aujourd'hui, nous avons des officiers qui sont en formation dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons 9 officiers à l'école d'état-major au Cameroun, dont des policiers et des sapeurs. Nous avons 2 officiers à l'école de guerre au Cameroun, dont un policier et un sapeur. Et bien sûr, d'autres qui sont en formation dans les académies de police du ministère de l'Intérieur, de la Fédération de Russie et avec d'autres pays. J'aimerais qu'on parle de l'utilité de la militarisation de la police aujourd'hui et de la protection civile pour le Mali, parce que la question de nécessité ne se pose plus. Mais quelle est l'utilité de cette militarisation aujourd'hui? Quand on paraphrase peut-être un peu ce que j'ai dit en amont, j'ai dit que ça a été une très bonne chose. Je me réjouis, aujourd'hui il le fallait. Ça nous a permis d'avoir des effectifs parce que la police et la protection civile avant avaient un statut qui ne les permettait pas d'aller opérer ou d'aller exercer dans certains endroits. Aujourd'hui, avec le statut de militaire, le policier, le sapeur-pompier va partout où le militaire allait. Donc ça nous a permis, nous, d'avoir un effectif assez consistant, un effectif combattant, parce qu'aujourd'hui, tous vont à la guerre, entre guillemets, tous vont au four, au charbon, et pour permettre à cette montée en puissance dans le cadre du maillage sécuritaire
de notre territoire. Donc je puisse vous dire que ça a été une très bonne chose.